Sommes-nous vraiment à deux doigts de la plus grande transformation de l'histoire humaine ou est-ce juste une décennie comme les autres? Si c'est le cas, avons-nous des raisons de croire que cette transition vers un nouveau monde se passera sans accroc? Peut-être qu'il serait sage de mettre les freins au lieu de foncer tête baissée comme des kamikazes. Prendre un moment pour respirer, se retourner et vérifier si ce à quoi nous donnons naissance ne va pas, disons, nous remplacer au premier moment venu. Et il faudrait faire ça assez rapidement car le temps presse. Et la fenêtre d'opportunité se referme très vite. On va explorer les arguments de ceux qui prônent une pause dans le développement de l'intelligence artificielle et pourquoi la situation est urgente. Cette vidéo a été créée à l'initiative de Pause IA, une organisation qui a pour objectif d'informer le grand public sur les risques de l'intelligence artificielle. Jusqu'à récemment, l'intelligence artificielle était confinée aux échecs, aux jeux de Go et à quelques tâches limitées. Mais ces 5 à 10 dernières années, les progrès en IA ont pris un virage qui donne sérieusement le tournis. L'arrivée de ChatGPT fin 2022 a littéralement mis le mot IA sur toutes les lèvres. Ce n'est plus de la science-fiction ni un passe-temps de geek, mais une technologie aux mains de centaines de millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, des entreprises comme OpenAI, Anthropic, Google, ceux qui tirent les ficelles derrière les modèles les plus généraux, sont dans une course effrénée pour créer des IA toujours plus puissantes. Leur mission? Atteindre le fameux stade de l'IA générale. Et pourquoi pas de super IA, un système artificiel aussi compétent que vous et moi, qui nous dépasserait bien vite sur le terrain des capacités cognitives. Beaucoup sont déjà en train de déboucher le champagne à l'idée d'être si proche de la singularité. Ils trépignent d'impatience à l'idée de récolter les fruits de cette incroyable technologie. Et des promesses, il y en a à l'appel. Tous les secteurs vont être bouleversés. L'énergie, la médecine, la robotique, l'espace, les transports. Le futur de Star Trek semble presque à portée de main. Alors, pourquoi vouloir mettre une pause dans le développement de l'IA? Ne serait-ce pas comme retarder l'avènement d'un monde meilleur? OpenAI, à la base, c'est un mouvement qui a été créé aux Pays-Bas. C'est un mouvement international. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens aux dangers de l'IA et d'arriver à faire évoluer le discours. Voici Maxime Fourne, fondateur de la branche française de PoseAI. C'est pas comme si on était contre l'IA de façon dogmatique, en mode ou l'IA pas bien. Donc ce qu'on dit, c'est faisons une pause dans le développement des modèles qui ont le plus de potentiel dangereux. Il se trouve que ça va être en particulier des modèles à la GPT, donc GPT-5, GPT-6 et les futures versions. On devrait arrêter de les développer pour le moment et renforcer la recherche en ce qu'on appelle l'alignement des intelligences artificielles, qui essaie de comprendre comment on peut comprendre et contrôler des intelligences artificielles avancées. Et ça, je pense, c'est vraiment le crux. Je pense que les gens, globalement, le grand public, n'est pas conscient du fait que on ne comprend pas et on ne contrôle pas les modèles qu'on est en train de créer. Je pense que les gens pensent que ça reste des logiciels normaux, comme ils ont l'habitude d'utiliser, qui suivent des instructions, etc. Alors qu'en fait, non, on parle vraiment juste de développer des espèces de cerveaux artificiels géants qui apprennent tout seuls et qui deviennent de plus en plus puissants sans qu'on soit capable même de prédire dans quel sens ils vont devenir plus puissants. La route vers l'utopie IA est parsemée d'embûches. Et au fond, tout ça, c'est quand même assez intuitif. Posez-vous la question, est-il raisonnable de penser qu'on puisse facilement contrôler un système bien plus capable et intelligent? Si notre espèce a atteint le sommet de la chaîne alimentaire, au point de se détacher presque totalement du processus évolutionnaire darwinien, ce n'est pas parce qu'on était plus rapide ou plus costaud. L'intelligence est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Et, disons-le franchement, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour les autres espèces. Allez faire un tour dans une ferme intensive et vous verrez de quoi je parle. Il n'est donc pas surprenant que cette course effrénée pour concevoir une nouvelle forme d'intelligence supérieure à la nôtre dans tous les sens du terme invite à quelques grattements de tête, surtout si ces systèmes possèdent une grande autonomie. Mais de quel type de risque parle-t-on exactement? On part sur un monde où l'humain n'est plus en contrôle en fait. Juste ces systèmes qui décident tout et ces systèmes vont être complètement opaques vu que de toute façon ils sont plus intelligents que nous, ce qui veut dire par définition qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, peu importe ce qui se passe, c'est plus nous qui décidons de l'avenir de l'humanité, ce sont ces systèmes. Donc on a intérêt à ce qu'ils soient extrêmement bien alignés avec l'humanité. Et ça, pour le moment, on ne sait pas faire, et c'est pas du tout le scénario par défaut. Sur la trajectoire pour en arriver là, on va avoir des systèmes qui sont de plus en plus compétents dans plein de tâches spécifiques. Et là, il y a déjà des dangers très concrets qui vont apparaître. Par exemple, là, c'est possible que GPT-5, qui va sortir l'année prochaine,
soit déjà meilleur que n'importe quel humain en termes de programmation et de piratage informatique. Ça veut dire que globalement, on a inventé une arme de destruction massive virtuelle. Ça pose de gros problèmes. La personne qui a ce système entre ses mains, soudainement, a une espèce de puissance stratégique incontestable sur le reste du monde. Donc voilà un exemple de danger plus concret. Après, il y a toute une liste, il y en a plein d'autres, et ils sont tous assez décorrélés, parce que en fait, bon, même si ce système ne devient pas superhumain en cyberattaque, il deviendra peut-être superhumain pour créer des virus. Parce que voilà, là, on a les capacités de synthétiser un virus à partir de son ADN. Du coup, la question, c'est juste comment est-ce qu'on crée l'ADN, comment est-ce qu'on définit l'ADN d'un virus vraiment mortel pour les humains. Et ça, on ne sait pas vraiment faire. Et c'est probablement un domaine où les IA vont devenir très fortes très vite. On va bientôt avoir la recette du virus qui anéantit l'humanité qui va apparaître sur cette planète. Reconnaissant la puissance des IA, les laboratoires et les États se lancent dans une course effrénée pour être les premiers à déployer ces technologies, souvent en sacrifiant la sécurité sur l'autel de la vitesse. C'est un scénario classique de course à l'armement ou à l'innovation économique. Foncer d'abord, réfléchir ensuite. Le hic, c'est que ces risques pourraient survenir bien avant même d'atteindre ce stade hypothétique de super IA générale. Et évidemment, plus on pousse les compétences, plus les conséquences pourraient être cataclysmiques. Oui, on parle bien de scénarios d'extinction de l'humanité, et ce ne sont pas juste quelques technophobes nostalgiques des ludites qui le disent. Joshua Bengio et Geoffrey Hinton, considérés comme des pères fondateurs de l'IA et ayant reçu l'équivalent du prix Nobel en informatique, ont publiquement admis leurs inquiétudes sur les scénarios les plus catastrophiques. Même les experts en sécurité de l'IA considèrent qu'une extinction provoquée par l'intelligence artificielle n'est pas une hypothèse à écarter, estimant sa probabilité médiane à environ 30%. 30%, c'est quand même pas rien. Certes, l'incertitude règne, mais l'incertitude sur le fait de savoir si on va tous y passer ou non me semble être une raison suffisante pour prôner la prudence. D'où l'idée de faire une pause dans le développement de systèmes plus puissants que ceux que nous avons déjà et de rediriger la recherche vers plus de sécurité plutôt que plus de capacité. De mon point de vue, si on obtient cette pause internationale, c'est une première étape. C'est-à-dire que il y a l'idée de faire de la recherche en alignement, sachant que c'est possible que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est fondamentalement impossible pour un être d'une certaine intelligence d'aligner un être d'une intelligence plus grande. On ne sait pas, peut-être c'est ça qu'on va découvrir. Quel cas, il faudrait qu'on le découvre assez rapidement. Mais je pense qu'il va y avoir aussi un énorme travail d'éducation. Et que, de mon point de vue, le problème, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est avant tout un problème de coordination humain. Donc le fait que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est que ces intelligences artificielles et les dangers. Donc à partir du moment où on a mis en place cette pause, il faut arriver à éduquer chaque personne sur cette planète pour ne pas que les gens continuent à faire leurs recherches dans leur coin et continuent à essayer de créer ces systèmes. Donc si on veut survivre sur le long terme, il va falloir faire en sorte qu'on bloque complètement le développement de ces systèmes apocalyptiques jusqu'à ce que la recherche en alignement ait continué. Et ça, c'est avant tout un travail d'éducation. Plutôt que de créer des IA capables de tout faire, pourquoi ne pas orienter la recherche vers des IA extrêmement puissantes mais limitées à des domaines spécifiques ? Imaginez une IA dédiée exclusivement à la fusion nucléaire, à l'oncologie ou à d'autres domaines où son impact pourrait véritablement transformer le monde. En concentrant les efforts sur ces niches, nous pourrions maximiser les bénéfices de l'IA tout en minimisant les dangers inhérents au modèle à usage général. Évidemment, la proposition de faire une pause dans le développement de l'IA ne manque pas de susciter des objections, surtout parmi les poids lourds du secteur. Et ce qui est amusant, c'est que beaucoup ont demandé publiquement à être régulés, ce qui en dit long sur la situation. Imaginez des pyromanes demandant plus de pompiers tout en continuant à jouer avec des allumettes. J'imagine que Poséaï, vous rencontrez assez souvent des gens qui vont avoir des arguments contre une pause, et peut-être qu'ils ont des arguments parfois qui sont assez robustes, et justement je voulais savoir s'il y en a qui te paraissent plus robustes que d'autres. Déjà, il y a un argument qu'on rencontre toujours, c'est de dire que c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment un argument contre une pause, c'est juste du défaitisme. Un truc, plus on y croit, plus ça va se réaliser. Alors déjà, d'une part, moi je pense que c'est pas vrai, c'est possible. Donc on pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait une évolution qui fasse que les gens ouvrent les yeux soudainement sur ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle, auquel cas ça débloque complètement la situation et un traité international, ça peut devenir tout à fait possible d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument ? Il y a l'argument des bénéfices. Donc là, tout est une question de probabilité. Est-ce qu'on est suffisamment confiant avec cette estimation de probabilité, de se dire ok, c'est vraiment
plus de chances d'utopie que d'extinction humaine. Déjà, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le scénario par défaut, il est pas bon du tout pour nous. Et ensuite, est-ce qu'on est OK pour prendre autant de risques avec chaque humain sur cette planète sans leur demander leur avis, etc. Un autre argument, ça va être le fait qu'on va pas y arriver. C'est-à-dire que si on met en place une pause, on n'aura pas de mécanisme pour la forcer et la recherche va devenir illégale et les acteurs malhonnêtes vont continuer. Je pense que ça, c'est vraiment l'argument le plus robuste contre la pause. Dans le monde actuel, c'est pas vraiment envisageable pour des acteurs malhonnêtes de faire ça en secret. À partir du moment où on considère que les États-Unis et la Chine, les gouvernements sont vraiment mis d'accord et ont décidé d'arrêter la recherche, c'est pas comme si des acteurs privés allaient avoir les capacités de faire ça, que ça passe inaperçu. Parce qu'encore, malheureusement, ça risque de devenir possible dans 5 ou 6 ans si on arrête maintenant et qu'on continue la recherche fondamentale. Donc, encore une fois, voilà, il va falloir adresser ce problème une fois qu'on aura posé. Et là, pour le moment, l'urgence, c'est juste de poser. On se rend compte que nous sommes à un moment crucial. Aujourd'hui, seules les entités avec des ressources énergétiques et computationnelles colossales peuvent entraîner la prochaine génération de modèles. Cela rend l'idée d'une pause plus réaliste à imposer et à surveiller, tant que la barre reste aussi haute. D'autant plus que la chaîne de production des IA dépend de cartes graphiques spécialisées qui ne sortent pas des usines comme des petits pains. Ces cartes sont elles-mêmes dépendantes de technologies de photolithographie avancées hyper spécialisées à Taïwan et aux Pays-Bas. La demande dépasse l'offre pour l'instant, imposant donc une limite qui est possible de contrôler. Pour l'instant. En 2020, il y a un papier de recherche qui est sorti qui s'appelle les lois d'échelle et qui montre qu'il y a une corrélation très très forte entre la puissance de calcul et les capacités des modèles qu'on entraîne. Et depuis 2020, c'est confirmé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entraîne un cerveau artificiel plus gros, le vrai crux, c'est d'arriver à réunir suffisamment de processeurs d'intelligence artificielle. C'est des cartes graphiques qui sont dédiées à ce genre de calcul, d'en mettre suffisamment dans un gros centre de données et ensuite d'entraîner ton modèle pendant des mois et ça va coûter des centaines de millions de dollars parce que ça utilise des quantités astronomiques d'électricité et d'eau d'ailleurs. Il faut de l'eau pour refroidir ces systèmes. Donc pour le moment, il n'y a pas grand monde sur cette planète qui est capable de faire ça. Il n'y a que les gros labos d'IA. Du coup, on est toujours dans un moment où si là on interdisait l'entraînement de ces systèmes, ça marcherait pendant encore, je pense, au moins 5 ans avant que les gens chez eux aient la capacité d'entraîner ces modèles. Mais le jour où la barre pour créer des IA puissantes sera abaissée, les vannes seront grandes ouvertes et obtenir des régulations internationales sera comme essayer d'attraper de l'eau avec une passoire. Depuis la sortie de GPT-4, les instances internationales commencent à réaliser les risques liés aux IA à usage général. Lors du sommet sur l'IA à Londres en juin 2024, des chercheurs ont signé une lettre ouverte alertant que l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité, comparable aux pandémies et aux guerres nucléaires. Et la France dans tout ça ? Eh bien, elle s'est fait capturer par les lobbies des géants de la tech, en particulier par un certain chef de l'IA chez Facebook, Meta, qui murmure à l'oreille des politiciens français et parcourt les médias pour affirmer que les risques de l'IA sont un délire de technophobes apocalyptiques. Comme on dit, il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme si cet homme a un intérêt personnel à ne pas comprendre cette chose, surtout quand son salaire en dépend. Aussi brillant que soit Yann Lequin, il ne va probablement pas déclarer que tout le travail de sa vie est en train de créer une arme de destruction massive potentiellement plus dangereuse qu'une bombe thermonucléaire. En France, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la commission de l'IA qui a produit un rapport en mars qui est censé définir les grandes lignes de la stratégie française en matière d'IA. Et du coup, ils ont produit un rapport qui, en gros, dit qu'il n'y a aucun risque, qu'il faut globalement investir dans l'IA pour pas que la France soit à la ramasse. Et qui même ridiculise les plus gros dangers de l'IA. Donc ce rapport, il est vraiment pas terrible, même en termes purement argumentatifs. C'est assez difficile à lire, mais voir que la qualité de l'argumentation, c'est celle qui pourrait être produite par un élève de terminale. La partie « Faut-il avoir peur de l'IA ?» elle fait 2 pages, elle commence par le mot « non », et ensuite il n'y a pas besoin vraiment de lire la suite parce qu'il n'y a pas d'argument dedans. Donc il développe, parmi ces 2 pages, il développe dans une page une espèce d'analogie avec l'électricité. En gros, ils disent au début du XXe siècle, l'électricité est apparue et les gens en ont eu peur. C'est ça leur argument, c'est de dire en fait c'est comme l'électricité, on en a eu peur, mais on a eu tort. Du coup, les gens qui en ont peur ont tort. Donc ça, c'est pas un argument, il n'y a rien dedans. Donc on fait une contre-expertise qu'on est en train de finaliser en ce moment. On va essayer de la faire signer par autant d'experts que possible. Et en septembre, on organise une conférence de presse à Paris, qui est ouverte à tous d'ailleurs. Si jamais il y a des gens qui regardent ça et qui veulent venir, n'hésitez pas.
et on va présenter nos conclusions, donc montrer ce qui est en train de se passer en France. On a aussi pas mal analysé les conflits d'intérêts des gens qui sont dans cette commission. Donc montrer que en fait oui, il y a déjà sur une commission de 13 personnes, c'est globalement des gens qui sont dans l'industrie. Je crois que c'est quelque chose comme 10 sur 13 qui sont des représentants de l'industrie, dont 4 représentants des boîtes qui créent les modèles de frontières et qui ont du coup pas du tout envie qu'on les régule. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, vous pouvez écouter ma conversation complète avec Maxime Fourne sur le podcast La Prospective. Le lien est dans la description. Si vous êtes sceptique, essayez quand même de vous faire une opinion parce que c'est un problème important. Même si vous êtes sceptique des dangers existentiels, juste en termes de perte d'emploi, ça vaut le coup de regarder, de se faire une idée de ce qui va se passer pour notre emploi. Parce qu'on parle aussi de systèmes qui, par définition, ont à vocation pour automatiser 100% du travail humain et qui, d'après les meilleurs chercheurs dans ce domaine, on pense que ça pourrait arriver d'ici 3 ans. Si vous voulez avoir un plan de carrière, ça vaut le coup de s'informer. Et ensuite, la prochaine phase de déni, ça va être le défaitisme. C'est-à-dire se dire « Ah bah merde, on est foutu, on peut rien faire de toute façon ». Donc si possible, essayez de passer directement à travers cette phase et rejoignez Posia parce que, en gros, on peut changer les choses, on peut avoir un impact immense. La situation est beaucoup plus simple que le réchauffement climatique. Posia fait des manifestations, des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, des collaborations avec les médias et des pétitions. Elle vient de créer un blog alimenté chaque semaine d'articles gratuits pour découvrir les risques de l'intelligence artificielle. Pour y accéder et vous y abonner gratuitement, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description et à entrer votre adresse email. Vous recevrez alors un email lors de la publication d'articles importants qui vous permettront de comprendre ce qu'il se passe actuellement dans l'IA et comment agir à son échelle pour empêcher le pire. Le format est super pédagogique, accessible à tous et vous permettra d'y voir plus clair sur ce que l'on vit en ce moment. Vous pouvez rejoindre ce blog sur le premier lien dans la description.